On se laisse 2 petites minutes et puis après on commence? Il y a déjà une dizaine de personnes qui nous ont rejoints. On va pouvoir tranquillement commencer, ce live de présentation donc, du DSMU. Aujourd'hui, on est en présence, d'une partie du bureau, du bureau national de la JMU, et puis, de nos référents de subdivision. On a quelques-uns qui ont pu se libérer pour nous rejoindre, pour ce live, donc de réponse à vos questions. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, premièrement, on va commencer par tous se présenter, et puis on va ensuite vous présenter, le DSMU. On va commencer par se présenter, puis après on présente le DSMU, on répondra à vos questions, les questions qu'on a reçues sur Instagram et également les questions qu'il y a sur le chat. Donc si vous souhaitez, nous poser des questions en direct, on y répondra à la fin du live, après avoir essayé de vous présenter un peu globalement, ce que c'est notre spécialité, comment elle s'articule, quels sont les pour et les contre. Et puis voilà, si vous avez des questions sur les spécialités qui sont présentes ce soir, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat et puis on répondra en direct. Voilà, donc je vais commencer par, me présenter. Je suis la présidente de l'AJMU pour l'année, 2024. J'ai le plaisir d'être, aussi interne de médecine d'urgence à Paris et puis, cette année donc, je suis présidente. L'année dernière, j'étais, secrétaire et puis, voilà, je laisse la parole à mes collègues. Cyril, si tu veux bien prendre le relais. Oui, alors moi je suis le VP recherche pour cette année et je suis également interne à Paris. Voilà, donc pour le mandat 2024 avec Clarisse. Et Maya? Et du coup, moi, je suis VP communication et je suis interne du coup DSMU, 2e semestre et aussi à Paris. Génial. Edith? Bonjour à tous, moi je suis donc Edith, je suis la référente sur Toulouse où je suis en 4e semestre actuellement. Voilà. Clément? Bonjour, moi c'est Clément, je suis jeune référent en 2e semestre de DSMU à Nantes. Et Benjamin? Bonjour, moi c'est Benjamin, du coup, et je suis 4e semestre aussi, et je suis référent sur Poitiers. Génial. Alexis? Je sais pas si Alexis nous entend. Ou César, comme vous. Bonsoir, moi c'est César, je suis interne en 4e semestre à Besançon, puis référent pour la ville. Génial, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. On va pouvoir commencer. On commence avec donc la présentation donc, générale un peu de la médecine d'urgence. Alors, ce que c'est la médecine d'urgence et donc le DSMU. Évidemment, si on pouvait résumer rapidement ce qu'est la médecine d'urgence, c'est, je dirais plutôt 3 choses, 3 mots pour la résumer, c'est la polyvalence, parce qu'en effet, on peut exercer dans beaucoup de services différents. C'est aussi beaucoup d'adrénaline, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments où c'est de l'urgence, donc la prise en charge de détresse vitale qui peut être assez grisante. Où on a parfois des petits coups de chaud où on vide un peu nos surrénales. Et puis également, une bonne qualité de vie puisque le gros avantage de la médecine d'urgence, c'est quand même de pouvoir bénéficier d'un décompte du temps horaire, de garde avec des repos pré-garde, post-garde dans beaucoup d'endroits. Donc, si on pouvait résumer un petit peu globalement, ce serait ça. Le quotidien donc, du médecin urgentiste, c'est souvent des exercices partagés. On peut exercer donc les trois principaux endroits où on exerce la médecine d'urgence, c'est à l'hôpital, bien évidemment, aux urgences, au SAMU Centre 15 avec la régulation et aussi avec le SMUR qui est quand même un des gros atouts de notre spécialité. Donc ça, c'est un peu le quotidien d'un urgentiste, dirons-nous un petit peu habituel, puisqu'en fait, ce sont les 3 endroits où on exerce principalement grâce à l'organisation de nos urgences.
les débouchés de la médecine d'urgence, ce qu'on peut faire. On peut travailler, en service d'urgence, en SMUR, régulation comme on l'a dit, dans le post-urgence également avec, tout ce qui va être, médecine polyvalente, en consultation de soins non programmés également, qui est de la consultation mais, sans rendez-vous. Des soins intensifs, des soins continus. Également, une facette de notre, profession qui est mal connue, c'est, tout ce qui va être médecine carcérale. Également, ce qui est, assez attrayant, c'est, le rapatriement sanitaire. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez peu, mais qui est quand même très intéressant. La médicalisation également d'événements sportifs qui, incombe aussi aux médecins urgentistes puisqu'il faut prendre en charge, de la traumatologie. L'humanitaire fait aussi partie des débouchés possibles. Également la pédagogie, le CESU, la simulation. On peut faire également de la recherche en médecine d'urgence et il y a aussi des urgences spécialisées, comme, les urgences pédiatriques qui recrutent, pas mal d'urgentistes ayant fait la FST, pédiatrie, la médecine militaire et la médecine hyperbare aussi. Ce qu'on peut pas faire évidemment, en tout cas avec l'avènement, du DSMU, c'est, on ne peut pas accéder à de la médecine générale, on peut pas décider d'un jour de s'installer et de poser notre plaque. Une activité complète en réanimation n'est pas forcément non plus le but du DSMU. C'est pas impossible à faire. Il y a des endroits où vous pouvez, évidemment faire, de la réanimation en temps complet, mais c'est quand même pas la formation idéale pour ça. On peut travailler en hôpital public ou privé, en intérim, en maison médicale. On peut faire des missions ponctuelles également, avec un peu d'intérim. Des postes partagés sont également possibles entre plusieurs endroits et également il y a des sociétés d'assistance, pour tout ce qui va être assistance médicale et rapatriement. Alors, les points positifs et négatifs sont vraiment sujets à débat. En gros, c'est vrai que les points positifs vont être, positifs pour, quelqu'un qui aime la médecine d'urgence, mais vont pas forcément représenter que du positif pour certains qui enfin, c'est vraiment sujet à débat. En gros, nous, on trouve que c'est plutôt intéressant la nouveauté, puisque, chaque journée est un petit peu inattendu. Pour d'autres, ça pourrait être, un peu angoissant, voire même, pas souhaitable. En tout cas, en médecine d'urgence, c'est vrai que la nouveauté, la diversité du travail, le fait d'avoir du temps libre, que ton temps de travail soit respecté, d'avoir l'impression de rendre service aux patients et d'avoir une vraie plus-value sur sa prise en charge, le fait de faire des diagnostics, le fait de pouvoir, d'avoir beaucoup de cliniques et assez peu d'administratifs, de pouvoir avoir la possibilité d'avoir du préhospitalier, de faire des gestes et travailler en équipe, nous, ça représente pour nous des points positifs. Après, tout est sujet à débat évidemment. Les points négatifs, par exemple, le pas de suivi de patient, c'est vrai que pour certains internes, c'est plutôt un point positif. Ça dépend de ce que vous attendez de cette spécialité. Le fait d'avoir pas mal de stress, le travail de nuit, le travail les week-ends et la fatigue qui peut s'accumuler, ça peut être, un point négatif. Pour d'autres, ça peut être aussi un petit peu stimulant. Ça dépend ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez agencer votre planning de travail. La maquette du DSMU, globalement, c'est une phase socle avec en phase socle 2 semestres, un semestre d'urgence et un semestre en aval des urgences, qui comprend une sorte de médecine d'adulte, donc ça peut être de la médecine polyvalente, de la médecine gériatrique, de la médecine interne également. À la fin de cette phase socle, il y a un examen, en juin, pour évaluer un peu les connaissances, qui se basent sur, les cours, en ligne. Durant la phase d'approfondissement qui est composée de 4 semestres pour le moment, il y a, un semestre de SMUR, un semestre de réanimation et un semestre d'urgence pédiatrique obligatoire et le 4e semestre est composé d'un stage, avec un stage libre. Il y a également un examen en juin à la fin de la phase d'approfondissement. Durant la phase d'approfondissement, c'est le moment où il faut passer la thèse pour pouvoir devenir docteur junior et le docteur junior s'agence comme étant, la dernière année du DSMU et avec un semestre d'urgence et un semestre de SAMU-SMUR répartis comme étant 3 mois de régulation, 3 mois de SMUR. À la fin de tout ça, vous avez gagné le gros lot, vous êtes urgentiste. Alors, on refait un petit tour, sur, donc la JMU. Quand on est DSMU, on adhère à la JMU. L'adhésion, elle est gratuite
Vous pouvez également rejoindre le bureau, faire un petit peu de pub comme ça. On a, un référent par subdivision que vous pouvez contacter durant cet été. Là, si vous avez des petites questions, normalement, ils vous répondent, sans trop de soucis. On a également une page Facebook, une page Facebook où il y a d'autres, internes de subdivision qui peuvent, épauler un petit peu nos référents qui sont souvent débordés par le par le flux de questions. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook, normalement c'est Futur interne, DSMU, 2024. Et voilà, je vous laisse les petites coordonnées et maintenant on va pouvoir passer à la réponse aux questions que vous nous avez adressées sur les Instagram, Facebook et puis, sur le chat. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on pourra y répondre. Voilà. Cyril, c'était quoi les questions? On avait le passage de la spécialité en 5 ans avec notamment la demande de savoir quand elle s'appliquerait, est-ce que la réforme était déjà en cours d'études. À ce jour, c'est une réforme qui va être reproposée, retravaillée, mais on reste sur le modèle des 4 ans. Avec finalement donc pour la prochaine promotion, celle de novembre, un internat, un DES avec la phase de socle, la phase d'approfondissement telle qu'elle est actuellement et la phase de docteur junior. Par contre, l'objectif, c'est que d'ici 2025, il y ait de nouveau en fait un an qui soit rajouté au moment de la phase d'approfondissement avec, pour le moment, 2 stages. A priori, les discussions, ce serait plutôt un stage médico-technique, même si on n'a pas exactement les tenants et la définition exacte. Et la deuxième chose, c'est un deuxième stage d'urgence, puisqu'au final, sur notre maquette, on n'a qu'un seul stage d'urgence adulte et un seul stage d'urgence pédiatrique. Donc voilà, donc c'est une chose qui, pour l'instant, est en stand-by, notamment parce qu'on a eu dans notre spécialité beaucoup de changements de ministres, avec pour le coup, du coup, une certaine instabilité et donc les projets qui n'ont pas avancé. Donc voilà, donc on a la chance maintenant d'avoir des interlocuteurs directs avec la présidente de la commission des universitaires, qui est le professeur Dumas. Et pour le coup, voilà, on espère du coup pouvoir mettre en place cette réforme, mais pas dans l'idéal, pas tout de suite, quoi. Donc, pour le moment, pas de réforme prévue. Nous restons donc un peu à l'écoute. Probablement que l'année prochaine, une demande sera refaite. En tout cas, pour l'année 2024-2025, le DSMU reste en 4 ans. Même s'il y a un passage en 5 ans, il n'y aura pas de rétroactivité, c'est-à-dire que, à partir du moment où vous signez pour le DSMU en 4 ans, il sera en 4 ans quoi qu'il arrive. Voilà. Et on avait d'autres questions normalement? Oui, la deuxième question, c'était sur l'accessibilité à la FST urgence pédiatrique et savoir notamment si elle était facile d'accès ou pas. Actuellement, si on reprend un peu les textes, il y a 79 postes qui sont ouverts chaque année, environ 3 à 4 par ville, et ça fait à peu près 7 à 8 internes par subdivision qui peuvent y avoir accès. Il y a 2 semestres obligatoires, un semestre d'urgence pédiatrique et un semestre de réanimation pédiatrique, SMUR pédiatrique. L'avantage, c'est que pour ceux que ça intéresse, il existe actuellement un DU urgence réanimation pédiatrique, et en fait, les personnes qui participent à la FST suivent, en fait, les cours sont communs, et donc en fait, ça valide les 2 aspects. Donc, il n'y a pas d'informations complémentaires, c'est le même cursus. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus, il y a une association qui s'appelle la GFRUP, qui est un groupe francophone réanimation et urgence pédiatrique, qui fournit en fait des informations sur l'organisation pratique, comment ça se passe, la validation, la candidature, qui contacter, les modalités pratiques. Donc voilà. Donc, si ça
pour ceux que ça intéresse, il y a au moins un site dédié où on peut se renseigner. Trop bien. Merci beaucoup. On avait quoi d'autre comme question? On avait l'exercice sur les urgences gynécologiques, savoir si on pouvait, en tant qu'urgentiste, avoir un exercice un peu Alors, exclusif. ça, j'ai eu la même question l'année dernière au chat de l'ISNI. Je me suis un peu renseignée avec la GOF, qui est l'association des gynéco-obstétriciens, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de raison qu'on puisse pas faire d'urgence gynécologique en tant qu'urgentiste. Le seul souci, c'est qu'il y a des endroits où c'est l'obstétricien de garde qui fait les urgences et le bloc. Donc évidemment, le bloc ne pourra pas être accessible, mais en fait, si vous trouvez un endroit où ils recherchent un urgentiste pour faire les urgences et que le gynéco soit de garde ou d'astreinte ou peu importe, soit dans sa chambre, ben il y a jamais, enfin il y a pas de contre-indication en fait à votre embauche en fait. À partir du moment où vous êtes formé et vous êtes capable de le faire, il y a aucun souci. Faut juste trouver des endroits où ils puissent vous proposer de tels postes. Voilà. Alors Clarisse, il y a une question justement sur le rôle de l'urgentiste en milieu carcéral. Si tu as un petit peu plus d'infos pratiques. Alors, il y a beaucoup d'endroits où en milieu carcéral, il y a des sortes de consultations non programmées, de médecine avec, des demi-journées de vacation ou des journées entières, où ils font de la consultation. Donc, il est possible, vous voyez un peu de tout, un peu de traumato, de l'infectio, pas mal il me semble, pas mal d'addicto, et puis, voilà, c'est de la consultation globalement en milieu carcéral, un peu de prévention, il me semble aussi. Voilà. Et ensuite, on avait quoi d'autre comme autre question dans le On avait une question sur l'évolution du coup, en termes de pratique, si on est lassé des gardes ou fatigué ou voilà, ah, savoir. ça, c'est vraiment la grosse question qu'on reçoit tous, un peu tout le temps, c'est, qu'est-ce qu'on fait à 40 ans quand on a marre de faire des gardes? C'est la question, je pense, qu'on m'a le plus posée. Globalement, les gardes, c'est certes, important pour la continuité, des soins et pour, le fonctionnement des services d'urgence notamment. Après, tous les services d'urgence ne se valent pas sur la difficulté des gardes, c'est une première chose. Ensuite, il y a aussi des services d'urgence où on s'arrange avec les collègues et où c'est plutôt les plus jeunes qui font des gardes et les plus vieux font moins de gardes, voire des demi-gardes juste jusqu'à minuit. Je pense que c'est aussi, un bon fonctionnement d'équipe de savoir s'organiser et de savoir reconnaître aussi qu'il y a un moment où on en a marre de faire des gardes, ce qui s'entend. Je pense qu'il existe aussi d'autres manières de faire de la médecine d'urgence, que de faire que des gardes et voilà. C'est juste une question d'organisation, de trouver une équipe où on puisse fonctionner en préservant un peu ses collègues et ou alors, carrément faire un peu autre chose, faire de la médecine polyvalente où là, c'est clairement, des horaires de 9 h à 18 h ou 19 h et puis c'est 5 jours par semaine, sans garde. Ouais, voilà, ça dépend aussi de ce que vous recherchez, mais je pense qu'en fait, on peut toujours trouver son compte en médecine d'urgence, quoi qu'il arrive. Et ensuite, on avait d'autres petites questions ou pas, Cyril? Sur celle qu'on avait, c'était celle auquel on vient de répondre. Donc, Ouais. on avait pas eu plus de questions. Et moi, j'en ai pas d'autres, dans le chat. Est-ce que ça vous dirait de présenter un petit peu vos villes, dire 2-3 mots sur, vos spécificités locales, sur l'organisation un peu? Est-ce que vous avez par exemple de la formation spécifique? Est-ce que vous avez, des simulations, des cours d'éco, des choses un petit peu, enfin sur l'organisation? Est-ce que vous avez des cours? Comment ça se passe? Ouais? Ça vous va? Edith, tu commences? Oui, je peux commencer. Donc du coup, à Toulouse, alors on a quelques petites spécificités. Déjà, de manière générale, au niveau des cours, on a des cours présentiels qu'on appelle séminaires. En fait, c'est des journées de cours banalisées pour tout le monde, y compris
y compris ceux qui sont en stage de périphérie, tout le monde se réunit et sur Toulouse, c'est de l'ordre de, en moyenne, on va dire 1 journée par mois, mais lissé sur, enfin, ça c'est lissé sur l'année. On a des sessions de 2 jours, voire 3 jours, parfois. En début de cursus, c'est des cours plutôt théoriques sur les modules habituels, un coup cardiologie, un coup respiratoire, un coup plein de choses. Et sur la fin du cursus, quand on grandit un peu dans notre internat, on fait de plus en plus de simulations plutôt haute fidélité avec des équipes entières, type équipe aux urgences ou type SMUR, où on fait des vraies belles simulations avec un laboratoire qui est très bien. Par rapport à l'échographie, on a l'équivalent de la formation du DU d'échographie, sauf qu'on ne l'appelle pas DU, c'est dans notre cursus normal. Et on a plusieurs sessions de formation écho avec beaucoup de chefs qui font pas mal d'écho, donc pas mal d'occasions. Pour juste être quand même rapide, la grosse spécificité de Toulouse d'un point de vue organisationnel, c'est que, on parlait de ça un peu tout à l'heure par rapport au projet de faire passer l'internat en 5 ans. À Toulouse, notre stage dans les papiers libres, et alors reste un stage libre, mais plutôt est orienté pour faire un stage médico-technique, qui serait le projet de faire ça pour tout le monde pour plus tard. En pratique, c'est un stage couplé où on organise notre temps de travail entre le bloc opératoire pour faire de l'anesthésie. On reste pas forcément sur toutes les chirurgies, hein, c'est vraiment de la sédation, ventilation, intubation en priorité, plus ou moins autres dispositifs ventilatoires. La salle d'accouchement, la maternité pour les accouchements, la radiologie pour les échographies et un peu d'urgence aussi. Voilà, on passe pas donc tout ce qui est SMUR, pardon, n'importe quoi. On passe pas tout ce qui est USIC, soins de cardio, soins de pneumo, ce qui peut être le cas dans d'autres villes, mes collègues diront. On a toujours, si c'est un projet pro, la possibilité de le demander, mais en fait, en pratique, on fait quasiment. Je connais personne depuis les dernières années qui ait fait un peu autrement. On fait tout ce stage-là et on en est, nous, très contents. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ailleurs, mais en tout cas, nous, on est tous très contents de faire ça. Je suis actuellement dans ce stage-là d'ailleurs. Et on s'y régale et on se sent quand même. Les plus vieux qu'on finit disent qu'ils se sentent quand même très, très à l'aise sur les gestes grâce à ce stage-là. Voilà. Après, s'il y a des questions plus précises, on verra plus tard. Clément, tu veux nous parler un peu de Nantes? Volontiers. Alors, au niveau de la formation, des cours théoriques environ 1 fois par mois, sans compter les mois d'été. Effectivement, au lycée sur l'année, ça fait une petite dizaine de demi-journées au moins, voire journées de cours. Certains cours où on se présente des topos qu'on prépare entre nous, en amont, avec un professeur ou un intervenant qui est là pour nous corriger ou discuter de ça avec nous. Certains intervenants extérieurs, un chirurgien thoracique, un cardiologue pour parler un rythmologue qu'on a eu par exemple cette année, pour aborder des sujets un peu plus spécifiques, soit sur l'aval, soit sur l'amont de nos prises en charge en médecine d'urgence. Au niveau de la simulation, alors pas beaucoup en première année, mais on se rattrape sur les années suivantes. Par contre, en première année, on a 4 sessions entières d'échographie, qui du coup on a un petit peu moins les années suivantes. Une très bonne formation avec des intervenants très bien formés, c'est très bien là-dessus. Des simulations, on en a un petit peu parlé. Au niveau de l'organisation, la particularité de Nantes, pareil d'ailleurs, mais c'est qu'il y a uniquement 3 villes principalement. Nantes, Saint-Nazaire qui est à 2 pas de la plage et à 1 heure de Nantes, et La Roche-sur-Yon, qui est au milieu de la Vendée, qui est malgré tout une très chic région, et qui est aussi à 1 heure de Nantes. Donc finalement, on n'est pas très éloigné dans la région. La proximité d'Angers, de Poitiers, de Rennes autour fait que la subdivision de Nantes est assez restreinte en termes géographiques, donc c'est pratique pour aller voir les copains qui sont à l'internat d'à côté. On a des internats sur chacun de nos lieux de stage. Et au niveau de la formation des stages, que dire, on dérive pas vraiment de la maquette générale. Au niveau des stages libres, beaucoup font de la cardiologie. Certains refont de la réanimation, certains font des stages des urgences, et il y a des stages qui sont en train de se monter maintenant, d'anesthésie et orthopédie pour passer au bloc opératoire et passer aussi en orthopédie à la fois, au bloc, donner des avis aux urgences. Voilà pour Nantes.
Tu pas mis ton micro, Clarisse. Ouais, Alexis, si tu veux bien présenter, Clermont. Bien sûr, bien, bonjour à tous déjà en tout cas. Donc je suis Alexis, je suis un des référents du coup des urgences de Clermont. À Clermont, ben, à peu près la même formation. Je pense qu'au niveau de Nantes et de Toulouse, on a environ un cours par mois. Avec donc de tout ça, donc en général c'est une journée de cours par mois, en sachant qu'on a moitié cours théorique et moitié cours aussi où on fait aussi un peu de cohésion avec notamment pas mal d'activités, donc plutôt en extérieur, avec notamment donc là c'est plutôt des moments des courses d'orientation, des activités un peu de courses à côté, où à chaque arrêt on fait plusieurs stands avec plusieurs cette fois-ci des simulations qui sont assez intéressantes et qui, pour la cohésion, sont très intéressants, je trouve, aussi. Et en plus, du coup, de tous ces cours-là, on a aussi une belle salle de simulation qui nous permet donc de faire notamment environ 4-5 grosses sessions de simulation chacun, où on est sur un sujet dont on n'a pas l'habitude, où les référents, les chefs, pardon, les CCA connaissent à peu près donc les sujets qu'on maîtrise et les sujets qu'on maîtrise moins. Ils nous font travailler un peu là-dessus et c'est plutôt bien intéressant. Au niveau sinon de l'ouverture avec les autres villes, on est quand même Clermont, quand même un secteur qui regroupe quand même beaucoup de terrains, de territoires, vu qu'on a quand même pas mal de régions, notamment avec dans la région, on va dire, on a pas mal de départements assez perdus. Quelquefois, notamment avec la Creuse, on regarde de loin aussi, on récupère des gens de Charente, on récupère des gens un peu de partout et on centralise ça plutôt. Donc il y a quand même une grosse activité à Clermont. Au niveau des urgences, qui sont qu'au final, on voit beaucoup de choses différentes et c'est quand même assez intéressant là-dessus. Nous, on a un stage libre où beaucoup font en effet plutôt de la réanimation. Il y en a quelques-uns qui font de l'USIC, très peu qui font pour l'instant du médico-technique. On est en train de se former un peu, on est en train de modifier un peu tout ça pour l'instant pour essayer de le faire. Et si en effet, si on passe à 5 ans et qu'on a un stage de médico-technique, je pense, sera tout aussi bien, en sachant qu'on a une obligation de passer pendant 2 semaines en médico-technique, on va dire, au bloc notamment, surtout, lorsqu'on fait notre stage au SAMU, du coup, au SAMU SMUR. Ce qui est assez intéressant, ce qui nous permet de de bien ancrer, on va dire, nos connaissances là-dessus. Euh, Sinon, à côté, ben, on a toutes les autres villes qui sont assez éloignées, mais au final très bien, avec très intéressantes, avec des formations qu'on fait donc dans chacune de ces zones-là, euh, qui sont donc du coup les journées sont organisées en fonction des différents centres là-bas et en fonction, ben, on regarde un peu les spécificités de chacun avec leurs différentes habitudes, notamment sur la régulation. On a des cours aussi de régulation qui sont très intéressant. J'ai pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant de plus, à part peut-être sur l'échographie, où c'est un peu fluctuant pour l'instant en fonction des années, mais on a un chef un chef qui est très bon sur tout ce qui est de l'échographie, qui nous apprend plutôt bien au final là-dessus, en sachant qu'on a sur nos journées de cours environ 1 à 2 journées par an où on fait du coup pas mal d'échographie, on s'entraîne à l'échographie. Voilà. Merci beaucoup Alexis. César, est-ce que tu veux bien nous présenter ta ville? Oui, avec plaisir. Alors à Besançon, on va rejoindre un peu mes autres collègues. Sur le plan de la formation, nous, c'est organisé en semaines complètes, c'est 3 semaines par an, pour permettre à tout le monde de banaliser assez facilement ses temps et puis d'être présent. Donc 3 semaines par an qui sont toutes organisées de la même façon. Les 3 premiers jours, c'est cours magistraux. Le deuxième, plutôt atelier pratique, gestes techniques sur mannequin, etc. Et puis le dernier, le vendredi, simulation au laboratoire de simulation avec les équipes du SMUR ou du SAMU pour être en conditions réelles et puis sur les mannequins haute fidélité. Et puis on rajoute à ça 2 à 3 journées d'échographie par an. Alors les mannequins, c'est nous, mais voilà, on fait ce qu'on peut. Et puis ça se passe très bien sur le plan des stages, bah, une grande liberté sur ce qu'on veut faire, essentiellement pour le stage libre. Où on a soit des gens qui repassent en réanimation, beaucoup de gens en soins intensifs, et puis certains qui passent en gynécologie, en orthopédie, un peu où ils veulent, une grande flexibilité et proximité avec nos chefs sur ce sujet-là. Les spécificités, c'est un peu comme Nantes, c'est-à-dire beaucoup d'hôpitaux périphériques assez proches,
Le plus lointain doit être éloigné d'1 h 15 à peu près de Besançon, ce qui permet quand même une centralité au niveau de la ville et pas forcément de déménager tous les 6 mois. Quand on a besoin de changer, d'aller dans l'hôpital périphérique, on peut assez facilement soit y rester la semaine et garder son appartement sur Besançon, soit même y aller à la journée pour les hôpitaux les plus proches à une demi-heure par exemple. Les spécialités de la ville haute sur l'organisation, il n'y en a pas beaucoup, il y en a essentiellement une seule, c'est la régulation, puisqu'on régule, on est la seule régulation de France à réguler nos 4 départements. Ce qui fait quand même une sacrée usine à gaz, puisque voilà, on régule un gros territoire au même endroit, un seul centre 15. Donc une activité héliportée assez importante, on est le seul trauma center de niveau 1 de la région. Sinon, pour le reste, ça reste une organisation assez comparable aux autres villes de France. Eh ben, génial, merci beaucoup, César. Et là, je vais laisser la parole à Maya qui va nous présenter Paris. Faut que tu mettes ton micro, Maya. Oui, c'est bon. Salut à tous. Donc moi, je suis Socle à Paris. Nous, on a au niveau de la formation une journée de cours toutes les 2 semaines en moyenne. C'est assez bien respecté. On a également 2 journées d'éco par an avec, c'est nous les cobayes, mais c'est vraiment bien. On est en petit groupe, donc on profite vraiment de ces sessions. On a également une journée de simulation. Elle est en fin d'année, donc là, on ne l'a pas encore eue. Je ne sais pas si après, Cyril ou Clarisse voudraient en parler, parce que je ne l'ai pas encore faite. Sinon, Paris, c'est une zone assez étendue en termes de territoire pour les stages. C'est une question qui revenait souvent dans nos messages, jusqu'à où on peut aller, mais finalement, comme à Paris, le plus éloigné, ça va être plutôt autour de 1 h 30, 2 heures en transport. Mais il y a tellement de terrains de stage qu'au cours de l'internat, on n'est pas nécessairement obligé d'aller si loin. Donc voilà, c'est très bien desservi en transport, donc finalement, c'est assez raisonnable en termes de durée. On peut plutôt être autour de 30 minutes à 1 heure maximum. Je sais que ça fait souvent peur. Quoi d'autre que je voulais dire? C'est très, très, très varié. Le stage libre, nous, il est vraiment libre. J'ai déjà entendu des personnes qui passent en chirurgie. Donc c'est vraiment libre. Le coordonnateur, pour le moment actuel, il est assez souple sur ça. La plupart repassent effectivement en réanimation ou aux urgences, mais voilà, c'est très libre. Nous, on n'a pas de stage médico-technique, donc il y en a aussi qui passent en anesthésie en fonction de quand ils le font pour se préparer au SMUR ou à la réanimation quand ça leur fait un petit peu peur. Voilà. Top, merci Maya. Benjamin, est-ce que tu veux présenter Poitiers? Oui, bien sûr, pas de souci. J'espère que ça va pas couper parce que ma connexion est pourrie, mais promis, c'est pas un bon reflet de Poitiers, hein. C'est vraiment juste parce que je suis à l'hosto et que ça capte très mal dans l'hôpital. Je Non, vous mais t'inquiète, promets qu'on a la 4G. on sait que c'est comme ça en province, hein. T'inquiète. Ah, bravo, bel état d'esprit. Non, plus sérieusement, Poitiers, c'est une super subdivision. Je pense que notre principal avantage, nous, c'est notre formation. On a 4 chefs de clinique qui sont vraiment dédiés juste à l'encadrement des internes. Et du coup, c'est vraiment cool pour avoir des cours. On a beaucoup de cours. Globalement, vous utiliserez quasiment tous vos FU dans notre subdivision. On a pas mal de simulations aussi. On a à peu près une séance de simu par mois en fonction des années. C'est assez variable. Au niveau de la simu, notre point fort, c'est qu'on a plusieurs centres de simulation dans la région. Donc on a sur Poitiers où on fait de la simu plutôt haute fidélité. On a une salle qui va se monter sur Niort avec de la simu très haute fidélité, où là on est carrément dans une pièce totalement immersive avec un mur interactif. On peut mettre de la fumée dans la pièce, ce genre de choses. Enfin vraiment, on peut vraiment faire une simu très haute fidélité. Donc ça c'est plutôt sympa. On a aussi de la simu pour tout ce qui va être régulation, parce qu'on a un CEPHARM à Poitiers,
donc un centre de formation pour les ARM, donc les assistants de régulation médicale, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, on participe à leur formation, mais en même temps, en ayant, nous, des simulations de régulation. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et on a aussi des simulations à tout ce qui va être SSE, donc situation sanitaire exceptionnelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Globalement, voilà pour les cours, la formation. Si on a de l'éco aussi, pardon, on a des cours d'éco. Là, encore une fois, hein, c'est nous les mannequins, mais c'est quand même plutôt sympa. Ça permet de bien se former. Que dire d'autre? Au niveau de la subdib, les périphes sont pas trop éloignés sur Poitiers. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a pas mal de périphes qui sont soit très à côté, soit très proches de la mer, avec notamment La Rochelle, qui est la périphérie qui claque le plus quand même dans notre subdivision. Après, sinon, au niveau de la formation, s'il y a un petit point que j'ai oublié, c'est que vous aurez à Poitiers, il y a un DU gestes d'urgence et de réanimation pédiatrique qui est assez prisé, qui permet de pas mal exercer dans les UP pour ceux qui ça intéresse. On a beaucoup de chefs qui font de l'exercice partagé entre urgence pédiatrique et urgence générale adulte. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Globalement, ils sont assez souples sur tout ce qui va être FST, etc. Elles sont assez facilement autorisées. Là, cette année, on en a 3 FST autorisés et 1 année recherche. Donc c'est plutôt cool. On est plutôt un assez gros centre de recherche aussi sur Poitiers. Donc si la recherche vous intéresse, on a pas mal d'études en cours, que ce soit sur Poitiers ou dans la région. Donc c'est plutôt cool et l'ambiance est assez top. On organise un week-end d'inté où les seniors sont présents. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Globalement, c'est très bonne ambiance avec les chefs. Donc voilà, n'hésitez pas. Top, merci beaucoup Benjamin. Il nous reste Zoé qui va nous présenter Lyon. Je ne sais pas si Zoé, tu peux ouvrir ton micro. Oui. Est-ce que tu peux mon micro ou alors envoyer dans le chat déjà genre Je pense que Zoé a un problème de micro. Bon, en attendant, en tout cas, on a eu pas mal de questions dans le chat. Alors, pour revenir au tout début, vous avez évoqué la possibilité de médicaliser des événements sportifs. Est-ce que ça peut se faire dès l'internat ou est-ce que c'est plutôt en post-internat? Alors, ça, c'est comme pour tous les remplacements, tous les questions d'intérim. Il faut avoir la licence de remplacement. Déjà, vous avez un petit tuto sur le site internet de la JMU pour les licences de remplacement, pour savoir comment la demander, à qui faire la demande, quand c'est possible. Mais en tout cas, la licence de remplacement n'est accessible qu'à partir du moment où les 3 stages obligatoires de la phase d'approfondissement, à savoir SMUR, Réa et PED, ont été réalisés. À partir de ce moment-là, il faut en faire la demande auprès du Conseil de l'Ordre. Et après, vous pourrez médicaliser des événements sportifs. Donc, c'est accessible aux internes qui ont fait leurs 3 semestres obligatoires de phase d'approfondissement. Une question sur les gardes. Est-ce que c'est pas trop galère de bien gagner sa vie si on n'est pas trop fatigué d'en faire? L'avantage de la médecine d'urgence, c'est quand même qu'on a des gardes toute la semaine, donc nuit, et aussi on a aussi des dimanches de jour. Dans pas mal d'endroits où on fait du SMUR, on peut faire des dimanches en 24 heures, donc c'est quand même payé littéralement 4 gardes sur 24 heures travaillées. Je pense qu'on fait rapidement pas mal de gardes avec les samedis, les dimanches, les soirées et tout, même sans faire beaucoup de gardes, on peut rapidement augmenter ses revenus. Je pense que globalement, c'est quand même on est l'une des spécialités qui est les mieux payées de l'hôpital, grâce à nos gardes. Après, si on peut faire autre chose, on peut aussi être très bien rémunéré sans faire de garde, notamment, tout ce qui va être, assistance médicale, rapatriement, tout ce qui va être, travailler pour les boîtes un peu privées, forcément la médicalisation d'événements sportifs, ça peut être bien rémunéré également sans faire de garde. Je pense qu'il est vraiment pas difficile de bien gagner sa vie en médecine, on n'est vraiment pas à plaindre. Il y avait une autre question sur, est-ce que c'est possible de parler un peu des autres FST, leur accessibilité dans les différentes villes, les opportunités ensuite?
Donc les FST, c'est quand même hyper dépendant des subdivisions. Zoé, est-ce que tu peux... Ouais, super. Donc c'est quand même vachement dépendant des FST, enfin c'est dépendant des villes. Je connais pas exactement les spécificités locales de toutes les FST. J'avoue, ça dépend, mais il y a à peu près une FST-PED à peu près partout, il me semble. En tout cas dans toutes les subdiv. Il y en a certaines où ça doit pas exister, il me semble, mais en tout cas, c'est dans la ville d'à côté ou dans la subdivision qui est pas très loin, c'est possible de la faire. Après, on a tout sur notre site, on a toutes les FST référencées, on a des témoignages, le guide de la FST. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, mais on va peut-être pas détailler toutes les FST ici. Si vous avez des questions plus précises, par contre, on pourra en parler. Est-ce qu'on peut bifurquer facilement vers une spé plus chill comme le métier? Comme on a dit dans la présentation, là, on peut pas, avec le DSMU, on peut pas devenir médecin généraliste. Il faut faire un 2e DES parce que c'est pas du tout les mêmes spécificités. On passe pas en médecine générale du tout pendant l'internat. On fait pas de suivi de patients, donc il faut vraiment être formé à la médecine générale pour en faire, parce que c'est une spécialité à part entière. Non, on peut pas bifurquer vers de la médecine générale. Dans les futures promos, les SMUR seront exclusivement réservés aux DSMU ou les MAR pourront toujours en faire? Alors, à terme, les SMUR ne seront théoriquement occupés que par des urgentistes. C'est quand même le but d'avoir créé un DES de médecine d'urgence. On sait que les MAR avaient quand même plutôt la main mise pendant des années quand ça a été créé, mais là maintenant, en fait, je pense que dans un exercice qui est toujours, qui est un peu polyvalent, il y aura toujours un exercice partagé urgence et SMUR, et les lignes seront remplies par les urgentistes, ce qui est normal aussi, parce que c'est un peu le côté attractif de la médecine d'urgence, c'est aussi le préhospitalier. Il y a des gens qui sont hospitaliers, ce qui est entendable, mais en tout cas, il y a quand même une forte appétence pour le préhospitalier, et donc il est normal que les postes soient réservés pour les urgentistes. Après, Est-ce qu'en tant que... pour compléter Pardon? ce que dit Clarisse, il y a certains stages justement de SMUR qui étaient ouverts, pour lesquels il y avait les postes qui étaient moitié DSMU, moitié MAR, qui finalement sont en train d'être fermés au MAR avec un report des places vers les DSMU pour justement aller dans ce sens de justement d'une activité réservée aux SMURistes de type urgentiste. Dans les futures promos, donc ça on a répondu. Est-ce qu'en tant qu'urgentiste, on a accès au DU échographie pour faire des vacations écho dans un centre de radiologie, par exemple? Alors oui, il y a des DU d'échographie qui sont qualifiants et qui permettent après de faire de l'échographie. Bon, là encore, c'est comme travailler en réanimation. Je pense que c'est pas le but du DES de médecine d'urgence. Après, évidemment, il y a des gens qui ne se plaisent pas en médecine d'urgence et qui trouvent une façon d'exercer la médecine sans être aux urgences, ni en travaillant en tant qu'urgentiste, ce qui est entendable, mais oui, c'est accessible, mais c'est pas forcément le but non plus. Alors, une question un peu polémique. Le SMUR est voué à disparaître pour être remplacé par des équipes paramédicales sans médecin urgentiste comme aux États-Unis. Alors, ça fait quand même des années ou des dizaines d'années qu'on dit que le SMUR va disparaître. Le SMUR est toujours là, on a toujours des médecins dans les camions. On n'arrive pas à prouver que c'est supérieur à pas de médecins dans les camions, parce que c'est quand même une étude un peu douteuse sur le plan éthique, qui ne peut être réalisée qu'à Marseille apparemment. Et du coup, pour le moment, il n'y a pas de suppression prévue. Il y a des protocoles qui vont être délégués aux UMHP, donc aux SMUR paramédicalisés, comme tout ce qui va être mission d'antalgie, prise en charge assez spécifique, où il n'y a pas forcément besoin d'un médecin pour faire de la morphine. Enfin,
C'est quand même des choses assez spécialisées. Pour le moment, c'est pas prévu de supprimer les SMUR, notamment continuer d'en ouvrir en France, hein. Il est vrai que dans les endroits où ils sont un peu en difficulté sur le plan médical, avec des lignes de garde non remplies, ben, ils ont tendance à plutôt fermer le SMUR que fermer les urgences, ce qui est entendable aussi. Donc, on se dit que s'ils arrivent à s'en passer, pourquoi pas, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas du tout prévu. Après, on peut pas parier sur 100 sur quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, pour le moment, les SMUR sont bien en place et il y a des médecins pour les remplir les lignes. Peut-on faire du SOS médecin ou c'est réservé aux médecins? Tout ce qui va être donc les SOS médecins, c'est de la consultation non programmée et en tout cas, le SOS médecin en région parisienne est ouvert aux urgentistes. Tout ce qui va être consultation non programmée, là, je rebondis sur l'autre question en dessous, c'est pas réservé du tout aux médecins généralistes. Notamment, il y a des urgences, des choses qui s'appellent comme les urgences médicales de Paris ou des centres de consultation qui font un peu de la semi-urgence et là, pas du tout réservé uniquement à des médecins généralistes où ils ont besoin d'urgentistes. Ils font de la petite traumatologie, de la consultation un peu comme du circuit court, mais en ville, quoi. Et ils ont même parfois un petit plateau technique avec de la biologie délocalisée et même de la radiologie dans ces genres de cabinets. Donc oui, c'est totalement possible. Alors, une longue question. Quelles sont les perspectives d'évolution de la spécialité à moyen terme, notamment suppression des SMUR? Comment se passe l'affectation des internes dans différents hôpitaux pendant l'internat? Alors, là, il y a plein de questions. Est-ce que quelqu'un veut répondre à quelles sont les perspectives d'évolution de la spécialité à moyen terme? Est-ce que quelqu'un a une boule de cristal et voudrait répondre? En gros, là, pour l'instant, les perspectives, voilà, c'est sûr qu'il y aura de plus en plus de missions déléguées aux IPA qui arrivent progressivement dans les urgences et du MH paramédical. Mais il est certain que, pour l'instant, la régulation va prendre par contre de plus en plus de place. Et ça, c'est en train de se vérifier, où on va faire réguler beaucoup plus de choses pour justement pouvoir organiser les flux aux urgences et en préhospitalier. Donc ça, je pense qu'à moyen terme, il va y avoir quand même de plus en plus de place à la régulation et il est certain que je pense qu'une activité d'urgentiste va aussi se répartir sur la régulation qui avant avait la réputation d'être quand même quelque chose pour les vieux urgentistes qui voulaient se reposer. Maintenant, c'est quand même devenu quelque chose d'assez intense, hein. Le centre de régulation, ils sont quand même très sollicités et je pense qu'à terme, beaucoup de monde fera de la régulation téléphonique. Pour l'affectation des internes dans les différents hôpitaux pendant l'internat, ça dépend. À Paris, on a une plateforme où on fait nos vœux et après on choisit le jour J, c'est comme le choix des ECN, c'est un par un, choisit son stage devant son ordinateur quand c'est son tour et après je sais pas, pour les autres subdivisions, ça dépend. Parfois c'est organisé, ils s'arrangent entre eux, ou parfois c'est les coordinateurs qui décident. Après, c'est vraiment des spécificités locales, il me semble. Je sais pas si vous voulez répondre, Edith, ou ça s'organise comment vous? Dans tous les cas, c'est par rapport au classement des ECN, il me semble. En tout cas, c'est lui qui va prévaloir si jamais il y a débat, si j'ai bien compris. En tout cas, nous, alors en général, comme on est des promos de 25, ça va être des énormes promos sur Toulouse. En tout cas, on se discute entre nous en respectant l'ordre des choix des ECN. On est dans tous les stages ouverts. Et puis, on fait dans l'ordre. Et il y a une présentation devant l'ARS. Mais en général, il n'y a que le référent de tous les internes qui y va parce qu'on s'est entendu au préalable et on envoie un mail officiel chacun pour dire je donne le mandat à mon référent pour donner. Si on veut être présent sur place, on peut aussi le faire si on n'a pas confiance. Mais en tout cas, c'est par rapport au choix de nous, par rapport à l'ordre du classement. Et à Nantes, c'est comment? Ouais, pareil, il y a une plateforme, on peut dire ce qu'on veut faire, on s'arrange entre nous et si malheureusement on n'y arrive pas,
on se fait aider par nos référents pour trancher. Concernant les stages libres, il y en a qui sont ouverts. On a des places qui nous sont gardées, réservées, je ne sais pas comment dire, mais en cardiologie, en réanimation. Si on veut ouvrir des stages, c'est aussi possible. C'est vraiment cas par cas. Et voilà, ça se passe globalement bien. Trop bien. Clairement, ça se passe aussi comme ça? Il y en a des subdivisions où ils s'arrangent entre eux sans classement? Aussi, c'est possible. Non, clairement, c'est à peu près pareil aussi. On s'arrange beaucoup en fonction, donc en effet, du classement, on s'arrange un peu entre nous, mais au final, on respecte toujours le classement à côté. Après, quel que soit le classement, si une personne a une envie d'ouvrir un stage assez spécifique, il peut laisser part un peu à son imagination. Et après, c'est le rôle des référents d'essayer d'ouvrir avec du coup, l'interne concerné et les différents services concernés, un stage du coup plus spécifique et qui, du coup, bon, là, ça dépendra pas forcément du classement, vu que c'est le choix, du coup, de cet interne-là, et donc là, on essaie de le respecter souvent. Mais souvent, on a quand même des terrains de stage qui sont déjà ouverts, et en fonction du classement, en fonction de l'année, on essaye de respecter et de pas se marcher sur les pieds, en sachant qu'on peut ouvrir plus ou moins un nombre de terrains un peu différents en fonction. Trop bien. Besançon, pareil? Oui, tout pareil. Alors en théorie, c'est le classement qui prévaut, mais nous, on est des promotions encore plus petites que mes collègues. On est entre 10 et 12 ces dernières années, donc c'est assez facile de s'arranger. Et honnêtement, sur les 4 stages de la phase d'approfondissement, ceux qui peuvent poser le plus de questions, bah, si on s'assoit un petit peu sur l'ordre dans lequel on aurait aimé les faire, et on peut passer où on veut. Voilà, même le dernier du classement, il peut passer dans le stage qu'il veut. Peut-être pas au moment de l'internat qu'il aurait préféré, mais sur les 2 ans, il y a aucun souci pour aller, où on a envie d'aller. Top. Et pareil pour Poitiers? Ouais, c'est exactement la même chose pour Poitiers. C'est toujours le classement pardon, qui prévaut. Mais nous, on a des réunions de pré-choix où en fait, on fait ça en 3 phases et on essaye à chaque fois de s'entendre déjà entre nous pour anticiper au mieux la suite et choisir globalement ce qu'on veut. Après, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a une bonne entente avec nos référents. Donc, dès qu'il y a enfin, nos CCA, pardon, donc dès qu'il y a un stage plus ou moins problématique, il est fermé. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment d'avoir que des stages qui soient bien pour les internes, quoi. Donc globalement, voilà. Eh ben, super. Ensuite, il y avait une autre question sur, le salaire approximatif. Les salaires, il y a la grille de salaire qui est disponible, en ligne, que vous pouvez trouver avec, les émoluments, et les le salaire pour, avec les gardes. Donc ça c'est tout dispo en ligne, ça dépend et puis après avec les gardes, on peut pas vous donner trop, trop d'approximations parce que ça dépend des services. Services où il y a 4 gardes par mois, il y en a où il y en a 6. Donc c'est vrai que ça change un petit peu. Existe-t-il des possibilités de passerelle vers la spécialité médecine intensive réanimation? Bon, là, c'est la même question que tout à l'heure. Finalement, c'est pas le but du DSMU, mais il y en a qui souhaitent, quand même, travailler en réanimation. Si c'est le cas, il est possible de faire des DU et aussi de faire des FFI, parce qu'il y a beaucoup de services qui demandent, si pour travailler en réanimation, de faire, par exemple 1 an de FFI en plus de son internat, en réanimation, passer en anesthésie, ce genre de choses pour, consolider un peu avant de prendre un poste. Voilà. Pour Clermont, les périphéries sont-elles loin? Alors, pour Clermont, au total, on a 4 gros périphériques. Il y en a 5 même, pardon. Il y en a un qui a 1 heure, un autre à 1 heure et demie, ou même 4 autres à 1 heure et demie. Au final, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie. Après, il y a des périphéries, mais qui sont plutôt rattachées au central à côté, qu'on utilise moins parce que c'est moins des gros centres, on va dire, à côté, où il y a des grosses urgences. Il peut y avoir des moments, selon, comme je disais tout à l'heure, l'envie d'ouvrir un stage, des moments dans des petites réanimations, des petits SMUR un peu là-bas, c'est possible des moments de le faire. Pardon. Et à ce moment-là, donc oui, il y a des périphériques qui sont plus aux alentours des 20-30 minutes, on va dire. Mais sinon, les gros périphériques sont Moulins, Vichy, Montluçon, Le Puy et Aurillac, qui sont entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près de Clermont. Ensuite, on avait une question sur la place de l'IPA aux urgences dans les années futures. Est-ce que c'est censé alléger le flux, de patients pour le médecin?
une réorganisation du fonctionnement des urgences est prévue en perspective. En fait, ça dépend encore des protocoles de service et de l'organisation de chaque service. Il y a des services où, l'IPA voit un peu du circuit très court, de la petite traumatologie, mono, sans autre plainte, enfin juste une plainte, qui voit un peu de choses faciles à prendre en charge, qui permettent en effet d'alléger le flux de patients pour le médecin. Mais en tout cas, ça va dépendre, c'est très service dépendant et des protocoles qui vont être mis en place au cas par cas. Est-il possible de faire un stage à la BSPP en ce qui concerne l'internat à Paris? Oui, il y a un stage ouvert en stage de SMUR à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pour les modalités d'accès à la médecine militaire, alors il y a la possibilité de s'engager juste simplement auprès du service de santé des armées et de faire partie de la réserve ou même carrément de prendre un poste avec le service de santé des armées. Et là, ce sera une formation dans le cadre de l'armée qui vous sera délivrée, mais il est aussi possible d'avoir accès à la FST situation sanitaire exceptionnelle et médecine de catastrophe, médecine militaire, pardon. Et ça, c'est 1 an en plus de l'internat, avec quelques postes ouverts aux civils par an. Les modalités d'ouverture des postes sont un peu nébuleuses. Soit ils ouvrent un poste spécialement pour vous, soit il y a un poste ouvert et vous pouvez candidater. Pour le moment, ça a été ouvert très récemment et on a notion de 1 poste ouvert à Paris. Mais c'est tout ce qu'on peut en dire pour le moment. On n'a pas assez de recul pour vous en parler un peu plus. À propos de la FST, situation sanitaire exceptionnelle, j'avais discuté au congrès de médecine d'urgence à Paris avec le référent de la personne qui était là pour représenter le service de santé des armées, et il m'a dit, à vérifier, hein, mais que c'était, je crois, un stage en réanimation et un stage en extra-hospitalier. Oui. Voilà, sans doute que la plus-value de cette FST était en dehors des lieux de stage, mais plus peut-être des formations avec l'armée et des débouchés derrière. Ouais, parce qu'en fait, cette FST a été créée initialement pour les médecins généralistes militaires, pour pouvoir un peu avoir la formation d'urgentiste finalement, parce qu'en médecine générale, il n'y a pas de stage préhospitalier, pas de stage en réanimation. Et là, ça leur permet de bénéficier d'un stage dans ces 2 spécialités qui manquent un peu à leur formation pour pouvoir faire de l'urgence, quoi. Mais c'est vrai que la plus-value surtout de la FST, c'est tout ce qui va être autour et l'encadrement militaire et la formation militaire sur les procédures, les protocoles, etc. Et puis les lieux de stage qui sont dans des hôpitaux, comme Percy, l'Aveyran, d'hôpitaux militaires, quoi. Alors, toutes les subdivisions permettent-elles de réaliser un interchu? Combien d'interchus peut-on réaliser au cours de ces 4 ans? Alors, en tout cas à Paris, aucun problème pour les interchus. Je ne sais pas s'il y a vraiment de limite sur les interchus. Je crois qu'on peut faire une demande qu'à partir de la phase socle. Donc, oui, normalement, on peut faire maximum 2 interchus sur l'ensemble de l'internat, sur l'ensemble de la maquette. 1 en socle en général et 1 en phase d'approfondissement. Et donc, sur combien d'interchus peut-on réaliser au cours des 4 ans? 2. Et toutes les subdivisions proposent-elles des interchus? On peut. Alors, il me semble qu'en tout cas, Paris, aucun souci. Je ne sais pas pour Toulouse. Alors, Toulouse, c'est théoriquement possible, en étant honnête, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelques défauts, même s'il n'y en a pas beaucoup, à faire des SMU à Toulouse. L'accessibilité est quand même peut-être un petit peu moins facile que dans d'autres villes. Alors, en tout cas, sur les dernières années, il fallait vraiment un projet, notamment pour l'outre-mer, assez ficelé, d'avoir soit venir de là-bas. Enfin, c'est pas très facile, il faut vraiment bien l'argumenter. On se heurte à des responsables pédagogiques qui sont très fiers de leur formation toulousaine, qui est effectivement excellente, mais ça limite un petit peu les accès. Voilà. Donc, si on y tient absolument à 100%, à Toulouse, ça peut être un frein à ça. Même s'il y en a qui partent, mais voilà, peu. Très bien. À Nantes? Alors, c'est à peu près la même chose. Pour bien comprendre, si vous étiez pas au courant de comment ça marchait, c'est votre subdivision de départ qui paye votre salaire à l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'il faut argumenter le fait qu'il y a une plus-value. Est-ce que pendant 6 mois, elle paye le salaire d'un interne qui n'exercera pas en tant que médecin sur place?
Donc il faut argumenter. À Nantes, les interchus, c'est pas très simple d'en avoir. Par contre, j'ai oublié de le préciser, tout comme Angers, Brest, Rennes et Tours, il y a un système d'échange avec les hôpitaux du Grand Ouest qui permet de manière beaucoup plus simple que les interchus de faire des rotations en fait entre ces différentes villes. Donc c'est Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours. L'idée c'est il faut trouver quelqu'un d'un autre CHU qui accepte de venir dans votre subdivision et vous échangez avec lui. On s'en fiche du nombre de semestres, on s'en fiche de l'aspect, on s'en fiche de tout. Il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui soient d'accord, bien sûr, les chefs de service, les coordinateurs, tout ça, mais c'est beaucoup plus largement accepté. Trop bien. À Clermont? À Clermont, donc on a juste pas la possibilité de faire forcément un interchu en phase socle. Ils aiment bien essayer de commencer à centraliser plutôt à Clermont-Ferrand la formation à ce moment-là. Par contre, après, il n'y a aucun souci pour faire un interchu en général pendant la phase d'approfondissement, que ce soit un peu n'importe où après. Donc en fonction de... Il y en a pas mal qui font, notamment en Outre-mer. On a ça, et on en a quelques-uns qui le font aussi pendant le DJ, du coup, après aussi. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Il y a juste pendant la phase socle où ils préfèrent que du coup, on fasse la formation en centrale. Trop bien. À Besançon? Alors nous, c'est à peu près les règles de tout le monde. C'est 2 interchus, mais uniquement dans la phase d'approfondissement, pas d'interchus en phase socle. Plus possibilité de faire 2 échanges avec Dijon, notre grande interrégion. Donc, largement de quoi faire. Il faut quand même que ça réponde à certains projets professionnels, comme l'a dit mon collègue de Nantes. En gros, ceux qui ont posé souci et où il y a eu discussion ces dernières années, c'est essentiellement les dom-toms, où des fois le projet professionnel est peut-être un petit peu plus léger que d'autres centres métropolitains. Très bien. Et à Poitiers? Et bien, Poitiers, c'est à peu près la même chose que partout ailleurs, hein. Ils sont quand même assez frileux pour les interchus. Disons qu'il faut qu'ils soient justifiés, qu'ils apportent un plus à la formation. Pareil, on a beaucoup de demandes pour partir en interchu dans les Outre-mer. C'est pas si facile que ça à obtenir parce que beaucoup d'a priori sur la subdivision et que voilà. Mais il y en a qui sont acceptés. On en a eu récemment sur Bordeaux, sur Libourne, etc. Mais oui, ça reste quelque chose qu'il faut justifier et il faut montrer qu'il y a un plus à partir pour la formation, quoi. Trop bien. Bon. Ensuite, la question suivante, c'était: les secteurs d'urgence vitale de certains CHU sont-ils gérés par les urgentistes ou les réanimateurs? Pour parler donc du service d'accueil des urgences vitales, la SAUV, qui est la plupart des enfin, c'est la dénomination un peu commune pour la plupart des sortes de déchocages. Alors, partout, normalement, dans toutes les urgences, il y a un service d'accueil des urgences vitales, qui dépend, des urgences. Après, les spécificités locales d'organisationnel, notamment les accueils des traumatisés sévères, anciennement appelés polytraumatisés, ça dépend des subdivisions. Et des subdivisions, c'est les urgentistes, des subdivisions, c'est les anesthésistes réanimateurs. Typiquement à Paris, on a 6 centres d'accueil de polytraumatisés, ou traumatisés sévères. Et là, ce sont des salles des réveils, qui sont, gérés par, des anesthésistes réanimateurs. Voilà. Je sais pas comment ça se passe dans toutes les subdivisions, mais il me semble que quand même dans pas mal d'endroits, c'est les urgentistes. Nantes dit oui, à Toulouse, je sais pas. Ouais, je pense que ça va être un peu ça dépend des CHU. Ouais, nous, CHU, tous les CHU, c'est les réa. Par contre, en périph, il n'y a pas forcément de déchoc sur le service de réanimation. Donc, un patient étiqueté déchoc sera accueilli aux urgences, plus ou moins avec tout le monde présent dans la pièce. Et dans ce cas-là, on peut faire une prise en charge. Mais au CHU, c'est que les réa qui font le déchoc. Mais on a la sauve. Oui. À Clermont, c'est comment? À Clermont, c'est à peu près comme à Toulouse. En centrale, c'est les réanimateurs plutôt qui font tout ce qui est des urgences chir. Là-dessus, en périphérie aussi, c'est plutôt les urgentistes, en effet. Trop bien. César? À Nous, Besançon? Besançon, c'est une seule et unique structure et c'est partagé. C'est un jour sur 2. Un jour les réanimateurs, un jour les urgentistes. On s'organise comme ça. Je pense qu'il y a des belles stats à faire sur ça. Et à Poitiers? À Poitiers, nous, pour le coup, c'est vrai que c'est un de nos points forts, c'est que peu importe le centre de la région,
les déchocages sont exclusivement gérés par les urgentistes. Donc ça, c'est plutôt cool. On n'a vraiment pas de déchoc géré par les réa, peu importe l'endroit. Donc bien sûr, il y a des fois où les réa descendent au déchoc quand on a besoin, mais sinon, non, c'est vraiment les urgentistes qui ont la main sur le déchoc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, nous, sur notre stage de SMUR, tu disais c'est SMUR régulation. Nous, c'est SMUR régulation des chocs. Donc en fait, vous faites les trois en même temps et c'est plutôt sympa parce que ça vous permet de vraiment voir l'ensemble de la prise en charge hospitalière, de l'appel jusqu'à l'arrivée au déchoc. Donc c'est plutôt pas mal. Top. Une question vie de famille en médecine d'urgence. Comment ça se passe la vie de famille en médecine d'urgence? Alors, il y a de plus en plus une féminisation de la profession de la médecine d'urgence, où on arrive là à des promotions 50%, 50-50 pratiquement, où ça pose pas de problème. En tout cas, c'est comme tout, une bonne organisation. Les urgences en semaine, c'est quand même dans la plupart des centres du 8h-18h ou du 8h30-18h30 ou du 9h-18h30. Enfin, ça dépend des endroits où on peut s'organiser, déposer les enfants, les récupérer le soir. Il y a quand même pas mal de parents qui sont urgentistes et qui arrivent à bien s'organiser et à bien fonctionner et ça pose aucun souci. On a une question aussi sur la fin de carrière pour un urgentiste, 50 ans et au-delà. Quelles sont les options lorsque l'énergie n'est plus la même qu'au début? Ça, on en a parlé un petit peu pendant la présentation. C'est l'organisation de service où les chefs un peu plus âgés prennent moins de garde, voire font que des demi-gardes 18h, minuit, ou ça dépend, il y en a certains, c'est midi, minuit ou des choses comme ça. Ce qui permet de ne pas avoir la fatigue de toute la nuit postée. Et puis s'organiser sur d'autres activités, c'est aussi possible. La réserve dans le SSA est ouvert aux internes sans être étudiants militaires. Tout à fait. Le SSA recrute. On n'est pas là pour faire leur promotion, mais voilà, le service de santé des armées recherche toujours des internes ou des médecins pour remplir un petit peu leur ligne. Et je pense que vous pouvez trouver des informations très facilement sur internet à ce propos. Alors, est-il possible de faire un stage médico-technique pendant le stage libre, comme à Toulouse dans d'autres subdivisions? Je pense que ça dépend des subdivisions, encore une fois. Paris, c'est pas possible, il y a pas de stage ouvert. Mais en tout cas, je sais pas pour les autres subdivisions qui sont présentes ce soir. Nantes dit non. Clermont-Ferrand, je ne sais pas. Clairement, ça dépend un peu. Là, on commence à essayer de faire un peu d'anesthésie, de bloc, mais en général, c'est plutôt couplé avec du SMUR, donc c'est du moitié-moitié, un peu médico-technique. Mais ça commence à se faire. On essaie pour l'instant de les ouvrir. J'essaie un peu de motiver les gens à faire tout ça. Et on va voir si on arrive à maintenir un stage médico-technique d'ouvert, voire même plusieurs. Mais à terme, avec la 5e année, donc qui n'est pas encore prévue pour le moment, devrait s'ouvrir un stage médico-technique un peu obligatoire. Donc c'est un peu l'intérêt pour le moment, mais en fait, il faut travailler au local pour essayer d'ouvrir des places et essayer de sanctuariser des stages de ce type-là. Mais après, il faut bien se dire aussi que c'est pas forcément dans l'intérêt des CHU d'avoir des internes qui sont sur 3 postes en même temps avec un service rendu qui est pas forcément intéressant pour eux parce que si on passe en écho et qu'on fait juste de l'écho pendant 2 mois, c'est quand même moins intéressant que d'avoir un interne posté aux urgences. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Oui. En effet. Voilà, mais c'est un peu l'ambivalence du stage médico-technique, c'est que c'est très intéressant pour nous, mais un peu moins intéressant pour le fonctionnement de l'hôpital. Et vous n'êtes pas sans connaître les difficultés de l'hôpital en 2024. Alors, oui. La question, c'était peut-être aussi, par exemple, par rapport à Toulouse, est-ce qu'il y a des internes d'autres subdivisions qui peuvent venir faire leur stage libre en stage médico-technique? Tu veux dire faire un interchup pour faire le stage médico-technique? Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est un peu tendu, non? C'est un peu tendu pour l'instant. À Toulouse, ouais, parce qu'on a pile le nombre de places. En fait, nous, d'ailleurs, ça me fait penser, en entendant tout le monde parler, on a une maquette qui, en fait, est quand même pas mal moins libre que les autres. Déjà, nous, la phase d'appro, en fait, c'est pas sur 4 ans les stages. On sait quels 2 stages on va avoir en 2e année. C'est la pédia et le médico-technique, enfin, les urgpèdes et les médico-techniques. Et en 3e année, la réa et le SAMU, dans un ordre ou dans un autre, évidemment.
Et donc, en gros, chaque année, on sait, soit dans un autre, selon l'ordre lequel on va faire. Et donc, pour venir pour prendre une place sur le médico-technique, il faudrait qu'il y ait un interne de Toulouse qui aille ailleurs. Et souvent, les gens qui viennent à Toulouse, ils ont envie de. Enfin, c'est pas le stage qu'on veut faire en interchu, même si on voudrait faire plus d'interchu. Donc, je pense qu'il faut, si c'est un vrai projet, il faut le demander. Mais il faut que ce soit sur les années où il y ait des droits au remords sortants, où on soit un peu moins nombreux. Très bien. Quelle est la différence entre sauve géré par les urgentistes et le déchocage géré par les réanimateurs, notamment en CHU? Alors la sauve, c'est service d'accueil des urgences vitales, où c'est fléché défaillance, enfin déchocage un peu médical, sur des pathologies qui décompensent, alors que le déchocage, ça va être plus fléché chirurgical, polytraumatisé, traumatisé sévère. Et donc là, c'est plus, enfin ça va être plutôt prise en charge de l'urgence, enfin du traumatisé sévère, défini par enfin les critères de l'algorithme de Vittel. Globalement, ça s'organise comme ça, il me semble. Alors que le déchocage, c'est pas forcément du. Là, je vois, est-ce que c'est l'orientation mono-viscérale ou multiviscérale? Non, c'est pas forcément ça. C'est vraiment donc le patient qui arrive aux urgences, qui est défaillant, même si c'est multiviscéral, il va être mis en service d'accueil des urgences vitales. C'est le patient qui est en pré-régulé, en préhospitalier, comme étant un patient qui est traumatisé sévère. Lui, il ira probablement sur le déchocage réanimatoire. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, si on choisit DSMU, on n'a que 4 ans d'internat. Oui, c'est ce que je disais, 4 ans d'internat et pas de possibilité normalement de rétroactivité. Donc là, ceux qui choisissent l'internat de médecine d'urgence cette année n'auront que 4 ans d'internat. Comment ça va s'organiser l'année prochaine concernant les postes d'internes supprimés? Est-ce que cela aura des répercussions sur les gardes des années d'après? Alors, pour mettre un petit peu de contexte à tout ça, globalement, cette année, les EDN ont comptabilisé au total, il me semble, 7 800 externes qui l'ont passé cette année, plus 600 externes qui ont passé les anciens ECN, ceux qui ont redoublé. Donc au total, ça va faire 8 400 internes pour l'année qui arrive. Sachant que les années précédentes, on était plutôt autour des 9 000, 9 500. Donc c'est quand même un manque de 1 000 ou 1 500 internes. Et donc on a dû réduire l'offre de postes d'internat. Et il est vraiment fortement possible que dans certaines subdivisions, ça soit un petit peu compliqué au niveau des urgences, parce que sinon il y a moins d'internes, donc ça veut dire moins de personnes aussi postées aux urgences. Et oui, en effet, il est possible que ça ait des répercussions sur les gardes, sur le nombre de gardes par interne, parce que forcément, s'il y a moins d'internes, en tout cas aux urgences postées, bah, s'il y a une ligne de garde que pour les urgences, que pour les internes qui sont aux urgences, affectés aux urgences, et ben, il est possible que ce soit le nombre de gardes augmenté, surtout en phase socle du coup. Ça représenterait alors une augmentation de, je peux pas prévoir le nombre de gardes qui pourraient être augmentés, mais à partir du moment où il y a au moins 6 internes sur la ligne de garde, c'est une ligne de garde qui peut être pourvue par les internes qui sont affectés aux urgences, parce que c'est le minimum légal. Mais après, c'est vrai que si d'habitude ils étaient 12 et que vous passez à 9 ou 10, bah, forcément vous aurez plus de gardes sur le semestre. Voilà, ce serait peut-être pas énorme, mais c'est possible. Après, ça dépend encore une fois des subdivisions et des choix qui vont être faits de stage. Mais dans les endroits où il y avait peut-être pas beaucoup d'internes avant, il y en a peut-être encore moins. Voilà. Et puis, c'était la dernière question que j'avais dans le chat. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des petites choses à rajouter pour les référents présents. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été omises ou que vous vouliez ajouter avant la fin? Peut-être juste pour Paris, par rapport au DU, on a une très très grande offre de DU, mais il faut savoir que du coup, il y a plusieurs facs à Paris. Donc, si le DU qu'on veut faire est dans une autre fac, il faut s'inscrire dans une autre fac. Et payer les.
et payé, hein, en plus de son inscription à la fac initiale. Mais bon, ça peut être aussi comme quand on est dans une autre subdivision et qu'on n'a pas le DU et du coup on va s'inscrire autre part. Mais en tout cas, il y a une grande offre de DU. Alors, j'ai une question un petit peu la question pour terminer qui est vraiment très pertinente, je trouve. Est-ce que vous avez des regrets concernant le choix de votre spé a posteriori? Bon, je commence comme à chaque fois, c'était Toulouse en premier, mais pour ma part, pas du tout. Après, je pense qu'on est tous un peu biaisés parce que si on est là, c'est qu'on est quand même un peu impliqués et que ça nous plaît. Enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais ça semblerait logique. Moi, pour juste une anecdote un peu perso, mes colocs qui sont mes meilleurs amis que j'ai rencontrés en début d'internat de médecine d'urgence, bah, sur 4 amis, il y en a 2 qui ont fait des remords sortants de médecine d'urgence une vers MPR et l'autre vers médecine générale. Les arguments principaux pour cette raison-là étaient un peu le même, c'est-à-dire la gestion, l'envie de la polyvalence, pour ça, elle l'avait, mais la gestion du stress et des prises de décision qui peuvent être rapides. C'était ça l'élément un peu limitant. Donc, je ne mets pas la pression. Tout le monde réagit de manière différente face aux situations de prise de décision rapide. Mais voilà, dans tous les cas, tout le monde finit par trouver son compte et il faut savoir que c'est toujours possible de changer avec les phénomènes de droit au remords. Pour ma part, je suis ravie, je pense que c'est la meilleure spé du monde, mais ça ne convient pas à tout le monde et il faut aussi être honnête avec ça. Carrément. Cyril? Oui, en fait, tout dépend. Pour revenir sur ce que dit Edith, en fait, tout dépend ce qu'on vient y chercher. Je pense que on a tous choisi la médecine d'urgence parce qu'on avait envie d'adrénaline et d'être challengé en permanence. Après, on est tous aussi conscients que on va s'épuiser plus vite qu'un médecin légiste, par exemple. Mais après, en fait, l'avantage qu'il y a, et je pense, c'est qu'on peut moduler la pratique en fonction de ce qui nous intéresse. Il y a ceux qui finalement auront envie à un moment de faire un peu plus de régulation ou un peu plus de préhospitalier, pourront le faire. Ceux qui voudront faire plutôt que de l'intra-hospitalier pourront le faire aussi. Voilà, c'est au final, certes, on sera tous urgentistes, mais on aura tous un peu notre plus-value et notre individualité. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on sait ce qui nous correspond, c'est vraiment une excellente spécialité. Et puis en plus, c'est quand même marrant d'avoir à gérer un patient qui va pas bien, quoi. Ça, franchement, ça c'est quand même bien. Maya? Bon, moi, je suis que 2e semestre, je regrette pas du tout. Les raisons pour lesquelles j'ai fait médecine d'urgence, j'ai tout confirmé en ce début d'internat, c'est-à-dire le rythme, la polyvalence, le fait d'être un peu, voilà quoi, il faut être là, il faut être à fond quand on est posté, c'est trop bien. Et après, ce que je vois et que je confirme aussi, c'est vraiment la diversité de l'exercice. Quand on parle avec X ou Y chef, tout le monde fait des choses différentes. Tout le monde a le rythme qu'il veut, que ce soit 100 50 80 Vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment une spé très, très libre sur ce qu'on peut faire et en même temps, c'est hyper intéressant parce que, les gens, ils viennent, ils ont un désespoir, hein, même des fois pour nous c'est rien, on sait qu'ils ont pas grand-chose. Mais en tout cas, on les aide tout le temps et enfin moi personnellement, c'est des choses que je recherchais, en prenant cette spé donc tout est rempli. Alexis? Alors moi, je regrette absolument pas non plus. Je pense que je pourrais repasser 100 fois les ECN que je reprendrai la même spé. Déjà, oui, après, je suis parfaitement d'accord avec les autres aussi, c'est que il y a une certaine polyvalence, une certaine liberté qui est très plaisante, un rythme avec une adrénaline qui est quand même assez présent, qui est vraiment très grisant, je dirais, et pour lequel du coup, j'adore du coup continuer à faire cette spécialité-là, tout en ayant aussi je sais pas si dans toutes les subdivisions, si dans toutes les, c'est la même chose, mais là on essaie notamment, par exemple à Clermont, de se spécialiser d'un un peu plus sur des matières
Notamment, moi, là, c'est un peu plus en cardio-usique et par exemple, à titre personnel. Et donc, se former un peu plus sur vraiment des prises en charge plus cardio et être un peu plus référent cardio aussi, donc aux urgences, qui, des moments, chacun fait un peu sa maquette et on a une liberté qui est quasiment, on va dire, presque, bon, peut-être pas totale, mais qui est quand même très importante et qui nous permet de faire vraiment ce qu'on aime et ce qu'on veut, et avec toujours une adrénaline et une activité continue et assez grisante, comme je le disais tout à l'heure. Merci César. Je vais pas redire ce qu'ont dit mes collègues, hein, je rejoins beaucoup de leurs points. Peut-être sur le côté modulation de l'activité, alors oui, on peut très facilement moduler son activité clinique, mais on est aussi une spé jeune et on peut facilement moduler son activité avec autre chose. Alors l'enseignement, qu'il soit universitaire ou si on veut faire du CESU et faire de la formation à un public peut-être un peu moins averti, se former à être formateur en simulation, et je pense qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a le côté recherche, hein, on est une spé jeune et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc, moduler son activité clinique, oui, mais aussi moduler son temps. Et je pense pouvoir faire un peu de clinique, un peu d'enseignement, un peu de recherche, ou beaucoup de l'un et un peu moins des deux autres. C'est faisable et c'est quelque chose qui est plutôt assez facile dans notre spécialité. Top. Et Benjamin, des regrets? Eh bien, aucun regret. Je rejoins totalement tout ce qui a été dit et notamment aussi ce que vient de dire César. Enfin, je connais pas deux médecins urgentistes qui ont le même exercice et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire. Je vois, si je prends rien que ce que je connais à Poitiers, on a des médecins qui font de l'urgence et des consultations pour les personnes sourdes, d'autres qui vont faire de l'urgence et de la médecine du sport. On en a un autre qui a médicalisé Koh-Lanta et Fort Boyard. On en a un actuellement qui est parti en mission pour 6 mois en Antarctique pour faire de la médicalisation. Enfin voilà, je pense que très clairement, la médecine d'urgence, le médecin urgentiste, c'est le médecin polyvalent et malléable par excellence, et que peu importe que si vous choisissez médecine d'urgence, bah, vous pourrez toujours réussir à faire ce que vous voulez et à vous éclater parce que les possibilités, finalement, elles sont infinies, quoi. Top. Là, je vois encore 3 petites questions et après on va terminer ce live. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors, le live, il a été enregistré. Il sera retrouvé sur Facebook et Instagram en replay. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'il y a un intérêt à faire un stage libre en anesthésie? Oui. Ben, moi, c'est ce que j'ai fait, ce que Cyril a fait en tout cas. On a fait un stage en anesthésie. Ça permet de voir, d'être plus à l'aise sur les gestes, perfuser, intuber, poser des cathéters centraux, poser des péridurales, même si ça, c'est quand même assez anecdotique dans notre spécialité. Pouvoir gérer un peu gérer les détresses vitales, gérer choc hémorragique, des choses comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était très utile. J'ai eu pas mal de mes collègues qui souhaitent faire un stage en anesthésie et je pense que c'est quand même plutôt pas mal pour être à l'aise sur les sédations, sur les choses comme ça. Et puis c'est pour compléter ce que dit Clarisse, en plus c'est aussi l'occasion d'apprendre à faire un peu d'ALR, un peu de bloc, un peu de bloc fémoral notamment qu'on peut utiliser en fait en préhospitalier. Donc c'est l'occasion. Pour rebondir, parce que je n'avais pas eu le temps de dire que j'ai pas eu de regrets. Moi, pardon, je je t'ai oublié. J'avais hésité avec la médecine générale, mais je suis très content de ce choix de spé. J'avais peur d'être pas forcément assez polyvalent dans des situations aiguës, et c'est ce vers quoi on se dessine avec le DSMU. Je reviens pas sur tout ce qu'ont dit les autres, mais ce que je trouve intéressant, c'est de faire un peu de l'humilité. Je pense qu'on a besoin d'avoir en tant qu'urgentiste, puisqu'on n'est pas réanimateur, on n'est pas médecin généraliste. On est présent, formé pour prendre en charge les gens à un moment donné dans leur parcours de soins, où il faut décortiquer des histoires complexes, les prendre en charge rapidement et les orienter si besoin. Et c'est pas forcément suffisant, je pense, de passer 6 mois aux urgences pour savoir bien faire ça. C'est bien d'être un peu touche à tout, mais c'est vrai qu'on va passer peut-être 6 mois en cardiologie, ça fera pas de nous un cardiologue. Enfin, on passera 6 mois, 1 an au SMUR, ça fera pas de nous un bon SMURiste. C'est hyper important, je pense, de se former à côté, Alexis parlait de spécialisation, mais en tout cas, le travail personnel ne s'arrête pas, parce que malgré tout, on est confronté à toutes les situations de la vie, et c'est difficile d'être spécialiste de tout. Voilà, et du coup, c'est une bonne spé pour être touché. Et la dernière question, c'était, au final, est-ce que les terrains de stage moins prisés pris par les derniers de classement sont aussi bons sur le plan pédagogique et donc la formation aussi bonne? Ça
dépend des subdivisions. Paris, il y a beaucoup, beaucoup de terrains de stage, donc quoi qu'il arrive, même les derniers de classement arrivent à trouver des stages qui sont très intéressants et formateurs et des très bons stages. Après, ça dépend des subdivisions. Je pense que si vous avez des questions un peu plus précises, contactez directement les subdivisions en question pour discuter des terrains de stage. Ça va être difficile de répondre pour l'entièreté des subdivisions à cette question. Donc, si vous le voulez bien, on va terminer ce live. Je ne pourrais pas assez recommander de vous rendre sur notre site internet pour répondre à vos questions. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses disponibles. Tout ce qui va être FST, l'organisation de la maquette, les demandes d'interchu, les salaires, tout ça, c'est disponible en ligne. La liste des DU, donc de tous les DU accessibles aux médecins urgentistes est disponible aussi sur notre site internet. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez vérifier ça avant d'envoyer des messages aux références, c'est déjà une bonne chose de faite. On a une présentation aussi de chaque subdivision avec les contacts de nos référents de subdivision. Donc, ils seront ravis de vous répondre. N'hésitez pas à vous renseigner un petit peu avant quand même pour éviter de les assiéger. On a notre page Facebook, vous pouvez répondre, où aussi il y a des internes qui sont dispo pour répondre à vos questions sur les villes. Et puis, je vous laisse également, une fois que vous aurez fait le choix de la meilleure spé, vous abonner à la JMU sur tous nos réseaux sociaux, ainsi qu'adhérer à l'association gratuitement. Voilà, pour ne rien louper de la médecine d'urgence. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup à tous nos référents d'avoir été en ligne, d'avoir répondu à toutes les questions. C'était vraiment très chouette. Et merci à vous d'avoir organisé tout ça aussi. Avec plaisir. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée à tous.